6 ans, 6 ans de silence radio. Et puis voilà, l'ancien président Joseph Kabila qui prend la parole. Et pas pour rien dire, hein. Ah non, le diagnostic est sévère, la RDC gravement malade, avec un pronostic vital engagé. Ça interpelle forcément. C'est clair. On va donc se plonger dans cette adresse à la nation. C'est un texte dense, important politiquement vu qu'il parle et vu le contexte. Oui, surtout après la transition de 2019, qui était quand même historique, pacifique, une première. Tout à fait. Et depuis, il s'était imposé un devoir de réserve, donc ce retour médiatique, c'est pas anodin. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, l'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. Pourquoi maintenant? Quelles sont les critiques précises? Et surtout, est-ce qu'il propose des solutions? Allons-y. D'accord. Alors, sur les raisons de sa sortie, il parle d'un enjeu existentiel pour le Congo. Presque un devoir moral, de non-assistance à personne en danger, dit-il. Mhm. Mais il mentionne aussi plus personnellement des provocations, des humiliations contre lui, contre ses proches. On sent une urgence en tout cas. Oui, et cette urgence, elle se traduit par une critique frontale de son successeur. C'est ça. Son argument principal, c'est que l'héritage de 2019, un pays réunifié, pacifié selon lui, avec des institutions stables, une économie qui tenait la route, tout ça aurait été complètement dilapidé. Il revient aussi sur l'accord FCC-CHE. Oui, l'accord de coalition. Il dit l'avoir fait pour le pays, pour la stabilité, mais que la vérité a été déformée là-dessus. Et les griefs politiques sont lourds. Très lourd. Il dénonce d'abord une concentration du pouvoir entre les mains d'un seul homme. Voilà. Puis une liste de ce qu'il voit comme des violations de la Constitution. Remaniement de la Cour constitutionnelle, le fameux renversement de la majorité parlementaire en 2020. Ce basculement qui a tout reconfiguré, oui. Exactement. La nomination de la CNI, la commission électorale, qui a été très contestée. Et les élections de 2023. Qualifiées de simulacre. Politiquement, le tableau qu'il peint est sombre. Populisme, mensonge, discrimination, tribalisme, discours de haine. Rien que ça. Il ajoute que le Parlement serait devenu une simple chambre d'enregistrement et la justice instrumentalisée. Ce sont des mots très forts qui attaquent les fondements démocratiques, quoi. Et ça ne s'arrête pas là. Le diagnostic s'étend à l'économie et au social. Ouais, alors là... Il concède une hausse des recettes budgétaires, ok, mais il dit « Attention, ça, c'est grâce aux réformes d'avant mon départ ». Pour le reste, c'est... Ouf. Retour de l'inflation, le franc congolais qui dégringole, une corruption inédite selon ses termes, et une dette publique qui aurait bondi de plus de 10 milliards de dollars. Ouf. Et les conséquences sociales qu'il décrit sont, dramatiques. Chômage en hausse, des fonctionnaires pas toujours payés, niveau de vie en baisse, l'insécurité urbaine avec les koulouna, l'exode rural, la famine même. Il parle d'une jeunesse désabusée. C'est un tableau très noir. Et puis il y a la sécurité. Là, ça devient vraiment préoccupant. C'est le point le plus sensible, peut-être. Il décrit une dégradation partout. Pas seulement dans l'Est, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, mais ailleurs aussi. Il cite des massacres précis, comme celui de la prison de Makala. Et il critique la gestion de l'armée. Très durement, oui. Et recrutement ethnique, dit-il. Des officiers compétents mis en prison, remplacés par des mercenaires ou des milices, type Ouazalendo. L'État qui perd le monopole de la violence légitime, en gros. Et cette critique s'étend à la politique régionale. Il accuse le pouvoir d'avoir abandonné les cadres de paix existants, comme l'accord cadre d'Addis Abeba. Ah oui? Pire, il dénonce l'utilisation de forces négatives. Il cite les FDLR, ce groupe armé rwandais dans l'Est, comme des supplétifs de l'armée. Ce qui, selon lui, régionalise encore plus le conflit. Et la diplomatie dans tout ça? Qualifié de jérémiade et de mendicité. En gros, de la complainte et de la mendicité. Bon, face à ce constat accablant, qu'est-ce qu'il propose Joseph Kabila? Alors, il lance un appel, un sursaut patriotique pour un pacte citoyen. Un pacte citoyen. Oui, articulé autour de 12 points, les principaux. Fin de la dictature, arrêt de la guerre, restaurer l'état de droit, la réconciliation nationale et le départ des mercenaires et des troupes étrangères. C'est presque un programme de refondation de l'État, en fait. Exactement, c'est le mot, une refondation. Effet intéressant, il salue la démarche de dialogue des évêques, la CNCO et l'ECC. Les églises catholiques et protestantes. Oui, mais en même temps, il critique ce qu'il voit comme une incohérence du pouvoir actuel. D'un côté, dialoguer avec l'alliance M23-AFC à l'étranger, et de l'autre, refuser un dialogue franc entre Congolais chez eux. C'est une pique directe, évidemment. D'accord. Donc, si on résume, un réquisitoire très sévère contre la gouvernance Tshisekedi et un appel à la mobilisation générale pour sauver le Congo. C'est un peu ça l'idée. C'est tout à fait ça.
Le timing est crucial. Après des années de silence, il se replace sur l'échiquier. Pas juste comme critique, mais comme possiblement une alternative. Ou en tout cas, quelqu'un avec qui il faudra compter. Ce qui nous amène à la question finale, peut-être. Cet appel au pacte citoyen. Est-ce que ça peut vraiment prendre? Est-ce que ça peut mobiliser, fédérer, dans un pays aussi divisé, avec autant de défis? Et ça ouvre sur une interrogation plus large pour finir. Comment on fait pour lancer ce fameux dialogue inclusif, cette solution politique que beaucoup réclament, Kabila y compris dans ce discours, quand il y a autant de méfiance entre tous les acteurs politiques et sociaux en RDC? C'est peut-être ça le vrai nœud du problème aujourd'hui.